Les roues du fauteuil roulant grinçaient en roulant sur le chemin pavé devant le Boston Memorial Hospital. Valentina Blackwell, impeccable dans son tailleur sur mesure, restait impuissante, le fauteuil de sa fille coincé entre deux pierres inégales. Sophia, 8 ans, regardait fixement le ciel gris au-dessus d'elle, ses yeux aussi vides que le futur que Valentina craignait. « Nous avons tout essayé », avait murmuré le médecin plus tôt dans la matinée. La blessure à la colonne vertébrale est trop grave. Juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, une silhouette apparut derrière eux. Un homme grand, aux cheveux légèrement longs et hirsutes, vêtu d'un simple t-shirt sous une veste usée, se tenait debout, tenant la main d'une petite fille. « Laisse-moi l'aider », dit-il. Sa voix était grave et posée, perçant la bruine comme une promesse. Lorsque Valentina leva les yeux, elle n'avait aucune idée que cette rencontre allait changer le cours de tout ce en quoi elle croyait. Valentina Blackwell n'avait jamais rêvé de diriger un empire médical. Titulaire d'un MBA à Harvard et d'une formation en finance, sa voie était Wall Street, et non les couloirs des hôpitaux. Mais la vie, imprévisible et implacable, en avait décidé autrement. Il y a 3 ans, son père, le docteur Lawrence Blackwell, neurologue de renommée mondiale, est décédé dans un tragique accident de laboratoire. Dans le chaos qui a suivi, le conseil d'administration s'est tourné vers elle, la directrice financière pragmatique au regard perçant de son père, mais sans le génie médical de celui-ci. À 35 ans, elle est devenue l'une des plus jeunes femmes PDG du monde de la technologie médicale, chargée de perpétuer un héritage qu'elle comprenait à peine. Sous ses talons aiguilles et son autorité au sein du conseil d'administration se cachait une peur tenace, ne jamais saisir pleinement le génie de son père. Ses travaux révolutionnaires sur la régénération neuronale avaient sauvé des vies, mais ses secrets restaient inaccessibles, jusqu'à il y a 2 mois, lorsqu'une tragédie l'a frappée. Sophia, sa fille dynamique et curieuse, avait été paralysée à la suite d'un accident qui lui avait volé non seulement la capacité de marcher, mais aussi la lumière de ses yeux. Valentina a mobilisé toutes les ressources, elle a fait appel au meilleur cerveau de Johns Hopkins, de la Mayo Clinic, et même à un expert en régénération neuronale de Tokyo. Tous ont offert un espoir teinté de prudence. Grâce à une thérapie, Sophia pourrait retrouver la santé. Quelques fonctions. Aucun n'a promis de miracle. La nuit, après que Sophia se soit endormie d'un sommeil agité, Valentina s'asseyait près de son lit avec des dossiers médicaux étalés sur ses genoux, les étudiant comme des bilans, à la recherche d'un miracle qui ne semblait pas exister. Griffin avait depuis longtemps abandonné les miracles. À 39 ans, son nom résonnait déjà dans l'élite médicale de Boston. Il avait été le plus jeune neurochirurgien à obtenir le statut de médecin traitant au Massachusetts General Hospital. Doué, intuitif et formé auprès du docteur Lawrence Blackwell lui-même, Griffin était promis à un avenir brillant. Mais le destin en avait d'autres idées. 3 ans plus tôt, le cancer avait emporté sa femme, Emily, malgré ses efforts désespérés et ses traitements expérimentaux. Ses mains douées n'avaient pas pu la sauver. Les murmures de sa famille endeuillée la faute l'avaient éloigné des projecteurs. Griffin s'installa à Portland et éleva seule sa fille, Lily. Il préféra la discrétion au prestige, travaillant dans une petite clinique de désintoxication où la gratitude comptait plus que la gloire. Lily, maintenant âgée de 6 ans, avait hérité de son don de guérison. Son empathie naturelle lui permettait de communiquer avec les patients d'une manière que les adultes ne pouvaient pas faire. À la maison, elle soignait des peluches portant des noms, des diagnostics et de minuscules pansements, sa pratique médicale factice devenant de plus en plus sophistiquée de mois en mois. Lorsque Griffin lut l'histoire de la fille du PDG de Blackwell dans une revue médicale, quelque chose le bouleversa. Il se souvint des carnets et les dernières recherches du docteur Blackwell, qui lui avaient été confiées avant sa mort. Inachevées, risquées, mais peut-être contenait-elle la réponse. La première fois que Valentina a vu Griffin dans la chambre d'hôpital de Sophia, son instinct a été d'appeler la sécurité. Il ne ressemblait pas au spécialiste qu'elle avait fait venir du monde entier. Sa veste était usée, ses chaussures éraflées. « Je ne sais pas qui tu es », dit-elle froidement, se plaçant entre cet inconnu et sa fille. Griffin leva les mains, calme et sans menace. « Je suis le docteur Griffinet », dit-il. « J'ai été l'élève et le partenaire de recherche de votre père pendant 7 ans. » Il y avait quelque chose dans sa voix respectueuse, posée qui la fit hésiter. Son nom lui semblait vaguement familier, mais elle ne parvenait pas à le classer parmi les esprits raffinés qui gravitaient autour du laboratoire de son père. Il a continué. « J'ai lu le cas de Sophia. Ton père m'a donné ses dernières notes sur la régénération de la moelle épinière. Je crois pouvoir t'aider.
Sa voix ne vacillait pas. Pourtant, le scepticisme de Valentina demeurait. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réussir là où Mayo et John Hopkins ont échoué ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée de l'acier qui avait fait taire les salles de conseil. Avant que Griffin ne puisse répondre, Lily s'avança, serrant un ours en peluche usé et un stéthoscope jouet. « Salut, dit-elle. Je m'appelle Lily. Puis-je examiner votre ours ? On dirait qu'il a besoin d'un médecin. » Sophia cligna des yeux. Elle n'avait pas consulté de thérapeute. Elle n'avait pas réagi au conseil des spécialistes. Mais maintenant, surprise, elle regardait Lily et lui tendait lentement son lapin en peluche. « Il s'appelle Hopper », murmura-t-elle. Valentina retint son souffle. C'était la première parole spontanée de Sophia depuis des jours. Son regard passa de sa fille à Griffin, qui l'observait avec une compréhension silencieuse. « Une séance » dit Valentina. « Tu peux essayer une séance. Je serai présente tout le temps. Dès qu'elle sera en détresse, on arrêtera. » Les jours suivants se déroulèrent à un rythme inattendu. Griffin arrivait chaque matin avec Lily et un sac médical rempli d'outils de stimulation neuronale avancée et de bandages de dessins animés pour Hopper. Ces méthodes allient science et créativité. Tandis que Griffin guidait Sophia à travers des exercices subtils, Lily jouait à des jeux impliquant des mouvements musculaires ciblés. « Le docteur Lily a besoin d'un assistant pour tenir cette lampe de poche », annonçait-elle en positionnant le bras de Sophia avec une précision minutieuse. Contrairement aux adultes, Lily ne regardait jamais Sophia avec pitié. Elle jouait et cela a fait toute la différence. Bientôt, la thérapie devint une aventure. Le progrès devint une joie. Valentina, autrefois sentinelle au bord de la pièce, se retrouva à reculer, regardant le rire revenir chez une fille qu'elle craignait d'avoir perdue. Les techniques de Griffin étaient différentes de tout ce que les experts avaient expérimenté. Il utilisait le jeu pour activer les connexions neuronales, expliquant que le cerveau ne fait pas la différence entre thérapie et divertissement. En réalité, le jeu créait souvent des connexions plus fortes. Et dans cette intersection entre la médecine de pointe et l'imagination d'un enfant, Sophia a trouvé sa voie. Valentina aussi. Elle avait pénétré dans un monde qu'elle n'avait jamais eu l'intention de diriger. Mais maintenant, en voyant sa fille tendre la main vers Lily et le regard de Griffin s'adoucir d'espoir, elle réalisa quelque chose de puissant. L'héritage ne se trouve pas seulement dans les laboratoires ou les salles de réunion. Il se trouve parfois dans des moments comme ceux-ci, lorsqu'un enfant retrouve le sourire et qu'un cœur longtemps fermé s'ouvre. Il l'avait dit à Valentina un après-midi, alors qu'il regardait les filles jouer au docteur avec une rangée d'animaux en peluche. Il ne connaît que l'engagement et le désengagement. Laurence l'avait dit un jour. Griffin comprenait. Et chaque fois qu'il mentionnait son père, Valentina ressentait une émotion complexe éveiller en elle une curiosité mêlée à un chagrin qu'elle n'avait jamais pleinement assimilé. Elle s'attardait après les séances, posant des questions non seulement sur le traitement de Sophia, mais aussi sur le travail de Griffin avec son père. Malgré son scepticisme initial, Valentina ne pouvait ignorer l'amélioration constante et indéniable de l'état de Sophia. Les examens physiques quotidiens révélaient une sensibilité accrue dans ses membres inférieurs, et son humeur était passée d'une dépression résignée à un espoir prudent. Un après-midi, alors que Griffin démontrait un nouvel exercice pour renforcer les voies neuronales des pieds de Sophia, un événement extraordinaire se produisit. Sophia halta, les yeux écarquillés d'incrédulité. « J'ai senti ça », murmura-t-elle en fixant son pied. « J'ai senti mon orteil bouger. » Valentina se précipita aux côtés de sa fille, le souffle coupé tandis que Sophia se concentrait, le visage empli de concentration et son gros orteil bougea de nouveau. Légèrement. Mais indéniablement. C'était le premier mouvement volontaire sous la blessure depuis l'accident. Un léger mouvement, et pourtant une immense victoire. Les larmes montèrent aux yeux de Valentina. Elle regarda Griffin. Il était calme, professionnel, mais elle pouvait lire une étincelle de satisfaction dans son regard. « Ce n'est que le début, dit-il doucement. Les voies neuronales commencent à se reconnecter. » Sophia montra à Lily son orteil en mouvement, et la plus jeune applaudit et acclama comme si Sophia venait de remporter une médaille d'or olympique. Griffin posa une main douce sur l'épaule de Valentina. Un geste calme et compatissant. Il reconnaissait l'ampleur du moment sans s'y imposer. Pour la première fois depuis l'accident, Valentina s'autorisa à espérer. Et pour la première fois, elle réalisa à quel point elle avait acquis une confiance profonde en ce médecin atypique avec sa veste usée, son intelligence discrète et sa patience inébranlable.
La salle du conseil d'administration de Blackwell Medical Innovation avait été le théâtre d'innombrables réunions à enjeux élevés. Mais ce matin-là, la tension était sans précédent. Reed Hamilton, directeur de recherche de l'entreprise qui avait pris la direction scientifique après la mort de Lawrence, se tenait devant un grand écran. Il diffusait des dossiers médicaux et des coupures de presse. Je me suis senti obligé de porter cela à votre attention, Valentina, dit-il, la voix emplie d'une inquiétude corporative. Le document faisait état d'une plainte pour faute professionnelle déposée contre Griffinet. Il était accusé d'avoir utilisé des traitements expérimentaux ayant entraîné le décès d'un patient. Les gros titres indiquaient « Le traitement expérimental d'un chirurgien renommé se termine en tragédie ». L'affaire avait été réglée à l'amiable. Peu de temps après, Griffin avait disparu du milieu médical de Boston. Je suis préoccupé par la responsabilité de Blackwell si nous continuons à l'autoriser à traiter Sophia avec des méthodes expérimentales probablement similaires, a conclu Reed, avec une trace de triomphe. Valentina fixait l'écran. Le sol semblait disparaître sous elle. Après toutes ces semaines passées à bâtir la confiance, à voir sa fille guérir, cette révélation lui a semblé être une trahison. Qui était le patient, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Reed hésita. Sa femme. Emily est. Cancer en phase terminale. Quelque chose de froid s'installa dans la poitrine de Valentina. Apprendre que Griffin avait soigné sa propre épouse mourante avec des méthodes expérimentales où elle avait perdu au jeter une lumière nouvelle et dévastatrice sur la situation. Était-il un guérisseur guidé par le génie et la compassion, ou un homme cherchant encore à se racheter d'une tragédie personnelle? Cette question la hanta toute la journée. Elle ne parvenait à se concentrer sur rien d'autre. Cette nuit-là, après s'être endormie, Sophia confronta Griffin chez elle. Elle posa le dossier sur la table basse entre eux. Griffin le reconnut instantanément. Une ombre passa sur son visage. Il parut soudain plus vieux que ses 39 ans. « Tu comptais me le dire un jour ?» demanda Valentina en essayant de garder une voix égale. « Oui, dit-il doucement. Quand j'ai pensé que tu étais prête à l'entendre. » Sa dignité calme ne fit qu'intensifier sa colère. « Prêt, vous traitez ma fille avec des techniques expérimentales, et vous pensiez que je n'avais pas besoin de le savoir? Vous avez fait l'objet d'une enquête pour le décès d'un patient. » Griffin ne broncha pas, même si elle vit la douleur que ces mots causaient. « Emily était mourante, dit-il doucement. Glioblastome de stade 4. Le traitement conventionnel avait échoué. Elle s'est portée volontaire pour un protocole expérimental, basé sur les recherches de votre père. » Sa voix devint plus ferme. Elle connaissait les risques. Nous les connaissions tous les deux. Mais sa famille ne pouvait pas l'accepter. À sa mort, il fallait trouver un coupable. Il regarda directement Valentina. « Votre père m'a soutenu. Il a témoigné que le traitement était efficace. Emily est morte à cause de la maladie, et non des soins. L'affaire a été classée sans suite. Mais ma réputation n'a pas été rétablie. » Malgré la compréhension, Valentina ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de fragile s'était brisé entre eux. Le lendemain matin, elle a appelé une clinique renommée de Zurich. Cette clinique était spécialisée dans le traitement expérimental de la colonne vertébrale. Ses méthodes étaient institutionnelles, précises et rigoureusement documentées. Ses études étaient évaluées par des pairs et ses résultats approuvés par des comités d'éthique. Il leur manquait le génie de Griffin, son intuition, sa touche profondément personnelle. Mais il leur manquait aussi la controverse. Et le risque. En quelques jours, les dispositions ont été finalisées pour le transfert de Sophia en Suisse. Lorsque Griffin est arrivé à la séance prévue avec Sophia et a appris la décision, son masque professionnel s'est fissuré, pour la première fois. « Tu fais une erreur » dit-il d'une voix basse et pressante, la coinçant dans le couloir. Sophia réagit. La régénération neuronale ne se fait pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est lent. C'est délicat. Si on interrompt le processus maintenant, tout pourrait s'effondrer. Ses yeux brûlaient de conviction. Cela rappelait à Valentina son père, la même flamme, la même foi inébranlable en l'impossible. Les protocoles de stimulation que nous avons mis au point fonctionnent. Ils créent de nouvelles connexions. Si vous la retirez maintenant, ces connexions pourraient ne jamais se rétablir. Valentina est restée ferme. La clinique de Zurich affiche des taux de réussite avérés. Son approche est éprouvée. Ce qu'elle n'a pas dit, c'était aussi plus sûr. Plus conventionnel.
moins dépendant du génie et de la vulnérabilité d'un seul homme. Griffin semblait sur le point de protester à nouveau. Puis il expira lentement et hocha la tête. Je comprends. Tu fais ce que tu penses être le mieux pour Sophia. Il n'y avait aucun sarcasme. Juste de la résignation. Cela fit hésiter Valentina. L'espace d'un instant. Griffin s'agenouilla à côté de Sophia et lui expliqua doucement qu'elle partait en voyage spécial pour aider ses jambes à devenir plus fortes. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Mais, et Lily? Et notre hôpital? Elle parlait de la fosse clinique qu'ils avaient construite pour leurs animaux en peluche. Griffin sourit doucement. Lily restera en contact. Elle prendra soin de nos patients jusqu'à ton retour. Lily s'avança avec une cérémonie silencieuse et tendit à Sophia son ours préféré. Docteur Waffle, dit-elle solennellement. C'est le meilleur pour soulager les gens. Et il connaît tout de la médecine. Il dira aux médecins suisses ce qu'ils doivent faire. Sa confiance innocente a presque brisé la résolution de Valentina. Ce soir-là, Griffin retourna à l'hôtel avec Lily. Il devait prendre l'avion pour Portland le lendemain. Mais au lieu de ranger ses affaires, il étala les carnets de Lawrence Blackwell sur le bureau. Il les parcourut avec une urgence renouvelée, cherchant ce qu'il avait pu manquer. À la recherche de la révélation qu'il n'avait pas encore trouvée. Celle qui aurait pu convaincre Valentina aussi l'avait mieux expliqué. Le jour du départ est arrivé avec une précision clinique. Le jet privé était ravitaillé en carburant. L'équipe de transport était en place. Les affaires de Sophia étaient emballées. Ce à quoi Valentina ne s'était pas préparée, c'était le refus de sa fille de monter à bord. Sophia serrait le docteur Waffle contre sa poitrine et ne bougeait pas. « Je ne veux pas partir, dit-elle d'une voix douce, mais résolue. Je veux rester avec le docteur Griffin. Et avec Lily. » L'équipe médicale échangea des regards incertains. Habituée à la réticence, elle n'était pas du genre à s'adresser à la fille d'un PDG. Valentina s'est agenouillée à côté ici. Ma chérie, les médecins en Suisse ont des machines spéciales. Ils peuvent t'aider à remarcher. Tu ne veux pas ça? Sophia regarda sa mère, sa réponse aussi simple que dévastatrice. Le docteur Griffin m'aide déjà à marcher. J'ai bougé mes orteils hier. Et Lily a dit que je bougerais mon pied ensuite. Sa logique enfantine était indéniable. Sa vérité résonnait plus clairement que tous les arguments cliniques du monde. Ce n'était pas un cas. Ce n'était pas un protocole. C'était une petite fille. Et elle avait déjà choisi où résidait l'espoir. C'était une petite fille qui avait noué un lien apaisant avec une autre petite fille et son père. Valentina ressentit un pincement grandissant dans sa poitrine lorsqu'elle réalisa à quel point Griffin et Lily avaient été étroitement liés au rétablissement de Sophia, non seulement par le traitement physique, mais aussi par leur présence et leur soutien émotionnel. Alors qu'elle tentait une fois de plus de convaincre sa fille de monter à bord, une hôtesse de l'air s'approcha, tenant un petit paquet qui venait d'être livré à Sophia. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant visiblement réalisé par Lily représentant deux fillettes se tenant la main, toutes deux debout, le visage rayonnant de joie. Dans un coin, Lily avait apposé sa petite empreinte rouge, une promesse enfantine mais profondément significative d'amitié et d'espoir. Cette simple image captait quelque chose que tous les rapports médicaux et dossiers cliniques avaient complètement manqué. Il révélait la dimension humaine de la guérison, le pouvoir tranquille de l'amitié, de la connexion et de la sécurité émotionnelle. Le paquet contenait également un mot manuscrit adressé à Valentina, de l'écriture précise et reconnaissable de Griffin. Dans le dernier carnet de Lawrence, il a écrit que la guérison se produit à la croisée de la science et de l'espoir. Sophia a les deux à sa portée en ce moment. Ces mots la touchèrent profondément, brisant la logique soigneusement structurée qui avait conduit Valentina à croire que la clinique suisse était le bon choix. Son père, le brillant scientifique dont elle croyait défendre l'héritage, avait compris quelque chose qu'elle avait presque oublié. La guérison ne se résumait pas à des protocoles sophistiqués ou à des équipements spécialisés. C'était avant tout une question de cœur, de présence, d'amour. Assise seule dans le terminal privé, Valentina se remémora une conversation avec son père, des années auparavant, alors qu'elle était encore en école de commerce et hésitait à rejoindre son entreprise. Les plus grandes avancées médicales ne sont pas le fruit du respect des protocoles établis, avait déclaré Lawrence. Elles viennent de quelqu'un qui a le courage d'emprunter une voie différente lorsque les chemins habituels ne mènent nulle part. Elle regarda sa fille, qui serrait toujours fermement l'ours en peluche et le dessin. Dans cet instant de lucidité,
Valentina comprit qu'elle se trouvait à la croisée des chemins. Elle pouvait choisir l'approche sûre et institutionnelle, celle qui paraissait responsable sur le papier et la protégeait de tout reproche en cas d'échec. Ou elle pouvait choisir de faire confiance au médecin qui avait déjà apporté à Sofia plus de guérison que n'importe quel expert qu'elle avait consulté. Le passé de Griffin était peut-être marqué par la tragédie, mais son travail actuel auprès de Sofia était d'un génie discret, d'une efficacité humble qu'aucune clinique stérile en Suisse ne pouvait reproduire. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit son téléphone et composa le numéro. Griffin répondit à la première sonnerie, comme s'il avait attendu l'appel. « Ne quitte pas Boston, dit-elle simplement. Nous n'irons pas en Suisse. » La porte du laboratoire privé de Lawrence Blackwell n'avait pas été ouverte depuis sa mort, 3 ans plus tôt. Valentina l'avait conservée telle qu'il l'avait laissée, en partie par révérence, et en partie parce que pénétrer dans l'espace où son père avait passé ses derniers jours était encore trop douloureux. Alors qu'elle glissait sa carte magnétique dans le panneau, le léger sifflement du système de ventilation qui reprenait vie sembla réveiller les fantômes qui en le silence. Griffin se tenait à côté d'elle, le visage exprimait une compréhension profonde. « Je ne suis pas venu ici depuis. » commença-t-elle, la phrase coincée dans sa gorge. Il hocha doucement la tête. « Je m'en souviens. Lawrence travaillait ici tard le soir, surtout quand il était sur le point de réaliser un projet important. » La familiarité du ton de Griffin rappela à Valentina qu'il avait probablement passé autant d'heures ici avec son père qu'elle, peut-être même plus. Le laboratoire était encore un établissement de pointe, doté d'équipements à rendre n'importe quel grand hôpital envieux. Mais c'étaient les petites attentions personnelles qui lui piquaient les yeux. La tasse à café de son père était toujours posée sur le bureau. Une photo de Valentina et Sofia était épinglée au tableau d'affichage. Un mot à moitié écrit reposait sur le comptoir, de son écriture penchée unique. L'espace d'un instant, le chagrin que Valentina avait passé 3 ans à gérer avec une efficacité impitoyable s'empara d'elle, menaçant de la consumer. Griffin, sentant son angoisse, ne dit rien, lui laissant de l'espace tandis qu'il examinait la pièce en silence. Son regard parcourait l'équipement familier avec un mélange de nostalgie et de curiosité scientifique. Elle s'est dirigée vers le terminal informatique principal et a tapé son code de remplacement. Tout ce sur quoi mon père travaillait est toujours là, dit-elle doucement en s'écartant. Terminer ce qu'il a commencé. Les mots étaient simples, mais leur poids était immense. Ce n'était pas seulement une tâche, c'était une question de confiance. Confiance dans le talent de Griffin, dans sa compassion et dans la vision commune qu'il avait bâtie avec Lawrence. Au cours des 3 semaines suivantes, Griffin s'est investi à fond dans le travail. Il a collaboré avec une petite équipe de chercheurs de Blackwell, tous tenus à une stricte confidentialité. Reed Hamilton a été délibérément laissé de côté ou une décision qui, Valentina le savait, susciterait des tensions au sein de l'entreprise, mais sur laquelle elle refusait tout compromis. Le protocole de régénération neuronale qu'ils ont développé était une synthèse des théories pionnières de Lawrence, de l'expertise chirurgicale de Griffin et d'idées inattendues enfouies au plus profond des derniers carnets de Lawrence, des idées qu'ils avaient tous deux auparavant négligées. « C'est comme reparler à Lawrence », murmura Griffin un soir, tandis qu'il déchiffrait un passage particulièrement dense. Il écrivait toujours comme si le lecteur savait déjà ce qu'il pensait. Valentina sourit, percevant la vérité dans ses paroles. Le génie de son père s'accompagnait toujours d'une impatience d'explication, pensant que son entourage suivrait simplement. Ces moments partagés décryptaient le génie de Lawrence, se souvenir de ces bizarreries ont forgé un nouveau lien entre Valentina et Griffin. C'était plus qu'une collaboration. C'était une connexion. Sofia et Lily devinrent des habitués du laboratoire, Lily endossant fièrement le rôle d'assistante médicale junior. Elle portait un petit carnet où elle notait les progrès de Sofia d'une écriture sérieuse et enfantine. Sofia a remué 3 orteils aujourd'hui. Sofia a des fourmillements dans les jambes. Papa dit que c'est une bonne nouvelle. Ce qui avait commencé comme une relation médecin-patiente s'est transformé en une véritable amitié entre les filles. La guérison de Sofia n'était plus un combat isolé, c'était une aventure partagée avec une amie qui croyait profondément en elle. Valentina, elle aussi, se retrouvait plus souvent attirée par le laboratoire que par son élégant bureau d'angle. Elle n'était plus seulement observatrice. Pour la première fois, elle ressentait le pouls de la découverte, l'excitation du progrès, la magie de la science, non pas en théorie, mais en action. Elle commença à comprendre la passion de son père. Elle comprit pourquoi Griffin avait été le partenaire idéal pour donner vie à ses idées. Lawrence avait été le visionnaire. Griffin était le traducteur,
celui qui transformait les concepts en solutions concrètes. Ensemble, ils avaient réalisé des avancées qu'aucun d'eux n'aurait pu accomplir seul. Un soir, alors qu'elle examinait des résultats prometteurs montrant une nouvelle activité neuronale dans la colonne vertébrale de Sophia, Valentina sentit quelque chose changer. Griffin n'était plus seulement le médecin de Sophia ou le protégé de son père. Il était devenu un partenaire. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un dont la force tranquille avait transformé son monde. Lorsque leurs mains se sont effleurées pour saisir la même tablette, aucune n'a reculé. Ce contact révélait une reconnaissance profonde, un objectif commun, du respect, peut-être plus encore. « Merci », murmura-t-elle. « De ne pas avoir abandonné Sophia alors que j'étais sur le point de le faire. » La voix de Griffin était tout aussi douce. Laurence disait que les Blackwell n'abandonnent pas. Ils font juste des détours avant de trouver le bon chemin. Son humour doux la fit sourire, les larmes lui montant aux yeux. La veille de l'intervention majeure de Sophia, Valentina trouva Griffin au laboratoire, en train de peaufiner des simulations. Elle lui apporta un café, s'assit à côté de lui et observa la cartographie neuronale défiler sur l'écran. « Je te fais confiance », dit-elle d'une voix assurée. « Non pas parce que mon père me faisait confiance. Mais parce que j'ai vu ce que toi et Lily avez fait pour Sophia. » 3 mois après le retour de Griffin et dans leur vie, Sophia Blackwell a fait ses premiers pas. C'étaient de petits mouvements incertains, soutenus par un déambulateur sur mesure que Griffin avait fabriqué. Mais ils étaient réels. Son cerveau avait renoué avec des membres longtemps silencieux. La salle de kinésithérapie a éclaté en acclamations. Lily bondissait d'excitation et criait « Tu as réussi! Tu as réussi !» Valentina ne pouvait pas parler, les larmes coulant sur ses joues. Griffin, toujours calme, surveillait attentivement ses signes vitaux, mais la fierté dans ses yeux parlait plus fort que les mots. « Souviens-toi, dit-il doucement à Sophia, ce n'est que le début. Ton cerveau réapprend à parler à tes jambes. Ça va prendre du temps. » Sophia hocha la tête sérieusement, puis sourit. « Lily peut-elle m'aider à m'entraîner ? C'est une très bonne docteure. » Ce soir-là, Valentina a organisé un petit dîner de célébration dans sa maison de Bacon Hill, la première fois que Griffin et Lily ont été accueillis non pas comme du personnel médical, mais comme une famille. Lily explora la chambre de Sophia avec un émerveillement ravi. Griffin admira l'architecture, non pas avec un regard professionnel, mais avec une réelle appréciation. Pendant que les filles jouaient à l'étage, Valentina et Griffin étaient assis sur la terrasse, les lumières de la ville scintillaient autour d'eux. « Nous lançons la fondation Laurence Blackwell », a-t-elle déclaré. Elle se consacre à la régénération neurale pédiatrique. Je souhaite que vous en soyez le directeur médical. Griffin parut stupéfait. Et ma réputation ? La controverse ? Valentina sourit, l'air impassible. Je pense que sauver la fille du PDG est une excellente façon de redorer son blason. Elle s'arrêta. La commission a examiné le dossier de votre femme. Elle a blanchi votre réputation. Mon père a laissé des notes détaillées justifiant votre traitement. Vous méritez de continuer à aider les enfants. Certaines histoires ne se terminent pas par de grands discours ou des gros titres. La véritable guérison se produit dans les espaces calmes qui se situent entre une fille qui remue les orteils, une mère qui ose à nouveau faire confiance, un médecin qui trouve la rédemption et un enfant qui ne voit aucune frontière entre la fausse médecine et le véritable espoir. 1 an plus tard, Sophia traversait seule la scène lors du premier gala de la fondation. Sa voix était claire et son sourire était large. « Mes héros, dit-elle, le docteur Griffin et le docteur Lily. » Et parmi la foule, Valentina regardait, le cœur rempli, sachant que la guérison avait commencé il y a longtemps, de la manière la plus simple et la plus puissante. « Laisse-moi l'aider. »